Salut tout le monde, merci d'être avec nous pour un nouveau numéro du PLB Club, le deuxième épisode de la saison. On a joué la première journée de Première Ligue le week-end dernier. On va en parler bien entendu et on jouera le week-end prochain la première journée de la Bundesliga, dont ce sera la reprise. On va en parler aussi, bien entendu. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Ben. Salut Ben. Salut. Salut Jean-François. Tout va bien les gars? Super. Ok, bon, comme d'habitude, on va aussi revenir sur ce qui s'est passé le week-end dernier. On va aussi préfacer ce qui risque de se passer le week-end prochain. On va parler de la Bundesliga et de la Première Ligue. On commence bien sûr et comme d'habitude avec notre chapitre anglais. Et pour parler de foot anglais, on accueille Antoine Perrault, qui est déjà venu dans cette émission. Grand supporter d'Arsenal, le champion en titre. Salut Antoine, comment vas-tu? Tu as passé un bel été, j'imagine, avec cette couronne presque sur ta tête. Bonjour à tous et merci de m'accueillir. En effet, oui, l'été a été bien. Et là, on est juste hâte que ça commence la deuxième saison après le titre. Et voir ce que ça va donner désormais, quoi. Grand supporter d'Arsenal, on rappelle aussi que tu es ostéopathe et que tu exerces à l'Union Saint-Gilloise. Tu exerces toujours là-bas? Tout à fait, oui. Donc, je suis kiné-ostéopathe et je travaille à l'académie à l'Union Saint-Gilloise, académie qui est en train de grandir. Donc, c'est chouette de faire partie de ce projet-là. Voilà, on a une petite pensée pour on salue tous nos amis unionistes. Antoine, on va rapidement revenir chez toi dans quelques instants pour parler des Gunners. Tu nous diras aussi ce que tu penses, peut-être, ou peut-être tu citeras les équipes que tu redoutes peut-être par rapport à la lutte pour le titre. On revient chez toi dans un petit instant, mais avant cela, ici, en plateau, un petit regard sur les Belges qui ont joué ou qui n'ont pas joué ce week-end lors de la première journée. 7 Belges étaient titulaires. Moi, je pointerais quand même Roméo Lavia. Non? Oui, on est très content qu'il puisse démarrer de la sorte. En plus, un derby londonien, Chelsea sort victorieux. Il a joué près de 70 minutes, je pense. Il a été très convaincant. Il jouait à la place de Enzo Fernandez qui était sur le banc. Et qui est en instance de départ. En instance de départ. City est prêt à mettre les 120 millions de livres sur la table pour l'Argentin. En instance de divorce, donc, avec Chelsea. Enzo Fernandez. Bon, Castagne, on l'a vu, a donné un assist, même si Fulham a été battu 2-3 par Chelsea. Vous avez vu aussi les buts encaissés par Robert Sanchez de Chelsea? Oui, moi je me réjouis pour Penders. Ouais. Tu en as parlé déjà la semaine dernière. Ouais, je sens qu'il va très vite devenir le numéro 1. Ouais, moi, ce que je sens, en tout cas, même si on parlera évidemment de Chelsea encore dans l'émission plus tard, mais c'est un bon résultat pour démarrer. Et quand il y a un nouveau projet, c'est important d'avoir un bon début. Et Xabi Alonso est dans des conditions parfaites, je ne sais pas, puisqu'on va le délester d'un joueur important. Mais voilà. Il n'y a pas de Ligue des Champions. Il n'y a pas de Ligue des Champions. Il n'y a pas de Coupe d'Europe. Je sais pas, c'est un club sur lequel on peut peut-être avoir quelques espoirs. T'en fais ton concurrent numéro 1, non? Peut-être bien, ouais, je pense. Moi, je sais pas pourquoi j'ai ce feeling depuis les vacances. Là, je me dis, quand j'ai vu la signature de Xabi Alonso, etc., je me suis dit, il y a peut-être un petit truc à mettre sur Chelsea cette saison. Parce qu'ils ont un bon groupe, un bon noyau, et qu'avec quelques retouches intelligentes... Et il faut retrouver un esprit. Oui, mais les Xabi Alonso, voilà. Exactement, exactement. Un grand bravo aussi à Maxime de Kuyp, quand même, qui a fait un super match avec Brighton contre Aston Villa, victoire 4-0, et impliqué dans 3 buts. Il a poussé l'adversaire à la faute sur le premier but, il a marqué le deuxième but, il a donné un pré-assist sur le troisième but. Il a joué ailier gauche, donc pas arrière gauche. Mais vraiment sur un cran plus haut. C'est pas nouveau. Brighton, la saison dernière, il l'avait déjà mis dans cette position-là. Il y aura à un moment donné un petit souci avec les intérêts de l'équipe nationale, sachant que Seyss risque aussi à un moment donné de prendre la direction de l'Angleterre. Peut-être pas cette année, mais je pense que ça va pas se faire dans la dernière semaine ici. Mais enfin voilà, donc il est important qu'il marque des points aussi, qu'il reste dans l'actualité. Il le fait très bien. Ouais, sur son premier match, c'était top, même si Aston Villa c'était catastrophique. Mais on reviendra sur Aston Villa un petit peu. Non, mais il a marqué au moins contre Villa. Oui. Il l'a pas fait contre l'Iran. C'est vrai. J'aurais préféré qu'il le fasse contre l'Iran, pas contre Villa, moi. Mais bon. Oui. Ok, bon, on ne remue plus le couteau dans la plaie. Jean-François, tu étais à St. James's Park dimanche, donc pour ce fameux match entre Newcastle et Liverpool. C'était une affiche 2-2. Ça a été un bon match.
Et on a quand même vécu quelque chose d'exceptionnel en avant-match. C'est ce superbe hommage à Kevin Keegan. Comment tu as vécu ça? Keegan, qui est décédé au mois de juillet, et le hasard du calendrier fait que ce sont ces deux clubs qui se rencontraient lors de cette première journée. Et le tifo que vous voyez là, c'était un tifo exceptionnel qui rassemblait et les supporters de Liverpool et les supporters de Newcastle. Et il y avait vraiment un esprit. Avant le match, tous les joueurs s'étaient échauffés avec le numéro 7. Avec le numéro 7 de Kevin Keegan. Et il y avait vraiment cette atmosphère. Et en prenant le taxi d'ailleurs aussi pour aller au stade, le taximan ne nous parlait aussi que de cet hommage-là. Il faut savoir quand même qu'il a marqué les deux clubs pour différentes raisons. Liverpool un peu plus comme joueur, c'est les années 70. C'est Shankly à l'époque qui est l'entraîneur et il joue à Liverpool. Il était un élément clé de cette moteur de cette équipe de Liverpool. Et puis Newcastle, il est passé comme joueur où il avait déjà fait de belles choses puisqu'il est revenu. Le club était en deuxième division, il l'a fait remonter comme joueur en première division, et puis il est revenu plus tard alors dans 92 où il a reconstruit une équipe à Newcastle comme entraîneur cette fois-ci. Et il est remonté avec l'équipe. Et il est remonté, exactement, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, il est vraiment ancré, et ce qui est terrible aussi, c'est que c'est dans le profil d'un entraîneur et qui s'identifie à son public. Je pense qu'il avait, lui, une façon de réagir qui était à peu près la même que les supporters. Il pouvait s'enthousiasmer, il pouvait avoir des colères, il pouvait avoir de la rancœur parfois, il avait des émotions tellement humaines après les matchs que les supporters s'identifiaient vraiment des deux côtés. Du côté de Newcastle et du côté de Liverpool, c'est rare d'être une légende dans deux clubs. Ouais, Kenny Dalglish était là, on a vu Faustino Asprilla, Stuart Pearce, Phil Bardsley, tous ces anciens joueurs. Philippe n'était pas là. Philippe n'était pas là. Non, Philippe n'était pas là. Mais évidemment, Philippe Albert. Oui. Et on sait à quel point, évidemment, il a marqué la carrière de Philippe Albert, puisque c'est lui qui le fait venir en 94, qui le découvre à la Coupe du Monde et qui part du principe que c'est le type de défenseur dont il a besoin, parce que Philippe était un bon joueur de foot, mais taillé pour la première ligue. Oui, mais alors, la taille, c'est costaud, mais aussi un vrai joueur, quoi, un joueur de ballon, un type qui aime avoir des relances propres, etc. Et ils ont fait un bout de chemin ensemble qui a fait que je pense que l'un et l'autre peuvent être associés aussi dans cette réussite, quoi. Sinon, pour le match 2-2, voilà, c'est incroyable que le match se termine encore dans les arrêts de jeu. Je vous rappelle que l'année dernière, le match se joue à la 100e minute sur un but de Ngumoa. Cette fois-ci, ça se joue sur ce penalty, là où tout le monde, et moi y compris, était en train de faire les conclusions de la rencontre. Évidemment. C'est un truc de fou. Comme ça, là, il le met merveilleusement bien en plus. Oui. Et je dois reconnaître que Newcastle m'a fait très très bonne impression. Vraiment. Surtout avec pas mal de départs et un nouvel entraîneur. C'est pour ça que je le dis. C'est vraiment, ils m'ont fait très bonne impression. Et Wissa a été excellent au milieu du jeu, donc je pense que ça va être un élément clé de cette équipe de Newcastle cette saison. Il faisait le lien avec Osula devant. Absolument. Mathias Jaisle, le nouvel entraîneur de Newcastle. Du côté de Liverpool, c'est Andoni Iraola, on le sait aussi, l'ancien de Bournemouth. 2-2 donc pour ce match-là. Lors de cette première journée, il y a quand même, je dirais presque un fil rouge, c'est quelques surprises. On va les passer en revue. L'une d'entre elles, c'est quand même la défaite 3-0 de Tottenham à Brentford. Antoine, je m'oriente vers toi, parce que quand on parle de Tottenham, forcément, on a envie de parler aussi d'Arsenal, inévitablement, vu la rivalité entre les deux équipes. Ça a dû te faire, allez, je vais peut-être pas dire rigoler, mais un peu sourire, non, de voir les Spurs se planter comme ça dès la première journée. Dès la première journée, oui, mais surtout quand on voit le mercato qu'ils viennent de faire. Ils ont mis des moyens énormes au niveau du mercato en mettant des sommes assez importantes sur uniquement un seul joueur. Donc je pense à Tonali, qu'ils ont recruté quasiment 100 millions. Ici, ils viennent de faire Savigno, mais qui n'était pas encore disponible pour ce week-end. Donc j'ai du mal, moi, à voir en toute même objectivité, donc en dehors du fait que ce soit nos ennemis historiques, mais j'ai du mal à voir un peu cette cohérence dans le mercato et voir un peu ce premier résultat 3-0 contre Brentford. Donc Brentford, aussi une belle équipe l'an passé, mais on se demande quand même où ils vont. Et moi, je ne vois pas la ligne directrice de ce mercato-là, de mettre des sommes aussi grosses. Mais le seul bénéfice du doute qu'on peut mettre, je pense, pour Tottenham, c'est l'effet de Zerbi. Et je pense que c'est pour ça que la direction investit autant et sur de tels profils. C'est pour l'effet de Zerbi. On l'a un peu vu l'an passé, dans un peu le remontada pour éviter la descente en Championship.
Je demande à voir sur une saison 2, mais en tout cas, là, c'est vraiment, on va dire, on ne peut pas encore considérer Tottenham comme un concurrent pour le titre, mais c'est vraiment une inconnue pour moi encore pour cette année, quoi. On est assez d'accord avec toi, Jean-François. Je te cède la parole parce que je vois que tu as vraiment envie de réagir. On a vu 108 millions pour Tonali, 99 pour Matheus Fernandes, 75 pour Savigno, ça vient de se faire, 60 pour Van Eyck, Marmouche en prêt, ça vient d'être... Avec obligation d'achat l'été prochain, 60 millions. Phil, on ne va pas se mentir, c'est une machine à fric. C'est une machine à fric. C'est une machine à fric. Et moi, je suis désolé, mais je ne suis pas du tout séduit par De Zerbi. Il n'y a aucun de ses discours qui me convainc. Il fait partie de ce système qui est juste destiné à dépenser de l'argent. Mais là, je suis désolé, je n'ai strictement rien vu en termes d'équipe. Et il est venu nous endormir tous à ses conférences de presse comme il le fait depuis qu'il a repris l'équipe. Et ça, honnêtement, moi, je serais supporter de Tottenham aujourd'hui, ça devient saoulant. Ouais. Parce qu'il pense plus à des transferts. Il veut encore des joueurs. Hein. Il a encore dit... pas fini. Si on peut encore dépenser, on va encore dépenser. Il faut connaître les systèmes. Ouais. Et puis surtout, ceux qu'ils dépensent. C'est-à-dire que les joueurs qu'ils achètent ne valent pas les prix qu'ils payent. Mais ça, c'est une constante pour l'Angleterre aujourd'hui. Ouais. On surpaye totalement les joueurs. Donc moi, j'ai envie d'avoir une équipe de Tottenham qui pense un peu plus au jeu et qu'on arrête de nous embobiner chaque semaine en nous disant que ça va aller mieux parce qu'on a fait tel transfert à 100 millions alors qu'il n'y a rien qui bouge. Parce qu'au-delà des chiffres, ils prennent 3-0, mais ce n'est pas 3 buts sur phase arrêtée. Hein. Dans le contenu, c'est assez dramatique. Il dit que il y a des joueurs qui ne sont pas prêts, qui sont allés à la Coupe du Monde, mais ça, tous les entraîneurs peuvent tenir ce discours-là. Franchement... je préfère rester poli dans ce que je vais dire, mais on est en tout cas, ce que moi je vois de lui dans les différents clubs. Ok, je reconnais qu'à Brighton il avait bien bossé, mais là c'est de l'arnaque. Là. C'est bon, il est en train d'arnaquer tout le monde. Oui, la suite Tottenham qui joue contre Charlton, par parenthèse, en League Cup ce mercredi. Autre surprise quand même le week-end passé, Manchester United battu 2-0 à Hull. Alors United affronte ce week-end à nouveau des promus. À domicile, cette fois, c'est Ipswich. Est-ce que c'est un faux départ de Manchester United? Est-ce que c'est un accident de début de saison? Un accident, j'ai envie de dire, déjà très inquiétant parce que Manchester ne marque pas. Et c'est ce que je craignais en fait sur la saison à venir, c'est cette inefficacité offensive qui risque de les guetter. Et puis, vous jouez contre un promu qui est Hull, 6e de Championship la saison dernière. Vous devez être bon et préparé sur phase arrêtée, et vous ne l'êtes pas. Je me pose beaucoup de questions. On va voir ensemble aussi les stats du match, parce qu'elles sont assez révélatrices. Voilà. Il y a la possession, les tirs cadrés, ça c'est en faveur de United. Mais les stats qui concernent plus l'implication, l'intensité, c'est-à-dire les stats du bas de tableau, là, les duels, tout ça c'est un avantage de Hull. Vous allez à Hull, équipe qui monte. Vous savez que le stade va être chauffé à blanc. Vous êtes préparé à ça, en principe, non, Jean-François? Évidemment. Ah oui, voilà. Évidemment qu'on est préparé à ça. Enfin, tu dis, c'est honnêtement, pour aller à Hull, il ne faut même pas faire de scouting. On sait très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est une équipe qui va mettre une intensité athlétique, physique extrêmement, importante. Il faut au minimum, quand on veut aller gagner là-bas, être prêt à ce débat physique. Ouais, c'était pas le cas. Au minimum. Petit péché d'orgueil alors. Sans doute. Oui, et Carrick derrière qui nous dit, pour moi je la considère pas comme une défaite, j'ai vu tellement de bonnes choses. Je l'ai connu meilleur dans la com. On va écouter Carrick dans un petit instant, mais auparavant un mot sur Youri Tielemans. C'était sa première aussi en match officiel avec Manchester United, à l'instar de ses partenaires. Ni mieux ni moins bien. Oui. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça nous confirme une chose qu'on a déjà dite, c'est que Youri peut briller, mais qu'il a besoin d'un collectif qui brille. Et je ne pense pas qu'il soit taillé aujourd'hui pour porter à lui seul Manchester United. Moi, je pense que ça, c'est illusoire de le penser. Et puis surtout, certains ont mis en lumière, alors ces problèmes de vitesse, ce ne sont pas des problèmes de vitesse, c'est des choses qu'on connaît chez Youri depuis qu'il a commencé à jouer au foot. C'est que oui, de temps en temps, quand il y a des problèmes parfois de mobilité et qu'on lui met un gros pressing sur lui, on peut le mettre en difficulté. Ouais. Donc voilà, j'espère sincèrement que le collectif va progresser et lui, alors à ce moment-là, se sentira mieux. Ça reste un excellent footballeur. Évidemment. Voilà. Évidemment. Ouais, mais c'est quelque chose qui demande du temps. Tu le dis, ça va prendre du temps. L'alchimie doit se mettre en place. Baleba
nouvel arrivant. Il y a André Santos à Eh bien, on va regarder ensemble. Ça, je suis moins convaincu. André Santos. Tout l'entrejeu est revu, j'espère magnifié pour les supporters de United, mais j'en suis pas. On va voir convaincu. ensemble, Ben, si tu veux, le mercato de Manchester United par rapport à la saison dernière. Ils n'ont perdu que Casemiro. Et ils ont pris Santos, Tielemans, Baleba, Rashford qui est revenu. Ils en perdent un, ils en gagnent 3 au milieu du terrain. Oui, donc voilà. ça, ils vont devoir se battre avec Meno là, pour jouer au milieu. Et puisqu'il y en a un qui joue d'office tout le temps, c'est Fernandez. Il faudra un jour que quelqu'un m'explique clairement pourquoi. Mais enfin bon, voilà. Bonjour quand même, Jean-François. Allez. Quelques assists quand même. Non, mais Oui. bien sûr que c'est un merveilleux joueur. Mais c'est un joueur. Moi, j'ai toujours pensé que c'était quelqu'un qui, dans un collectif, à un moment donné, pense à lui. Ah, ça c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. C'est vrai. Oui. Après, Voilà. Et je suis désolé, j'ai regardé la Coupe du Monde. Si quelqu'un, enfin, je veux dire, il a été bon pour le Portugal ? Non. C'est un joueur. Évidemment que quand on est à ce niveau-là, on a des qualités et qu'il y a quelque chose. Sinon, on ne joue pas à ce niveau-là. Donc, il a des qualités indéniables de passeur, etc. Mais il a du mal, lui, pour le coup, a du mal à courir. Et puis, à un moment donné... Un peu trop centré sur lui-même. Un peu trop centré sur lui-même, malgré tout. ça c'est sans doute... Je te l'avais dit l'année dernière, je n'étais pas trop d'accord. Sur le titre de meilleur joueur de la Première Ligue. Non, moi je pensais que c'était Declan Rice, c'est pas oui, lui. Donc, oui. voilà. Ah ouais, de toute façon, ce genre de trophée aussi. Et Antoine sera d'accord avec moi. Sûrement. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Antoine, bon, mais tu nous l'as dit là ? Non, c'était pas toi qui nous avais dit la saison dernière que Rice méritait évidemment le titre de meilleur joueur. Mais tu penses quoi de cette équipe de Manchester United ? Parce que nous, la semaine dernière, on a quand même pointé cette équipe aussi comme étant peut-être l'une des rivales vraiment Mais si vous y connaissiez intéressantes. quelque chose, ça se saurait, Philippe, Ouais. depuis le temps. Mais on va attendre quand même encore quelques semaines, histoire de voir s'il remonte pas un petit peu le classement. Parce que je les mets quand même parmi les favoris aussi. Peut-être que je me tromperai. Non, je rigole. C'est bien. Tu penses quoi, toi, Antoine, de Moi, je suis plutôt United ? d'accord. Je suis plutôt d'accord. Je pense que c'est une équipe qu'il va falloir suivre. Ah. C'est une des seules équipes du top 6, c'est un peu fictif, mais dans lequel il y a un peu de stabilité. Parce que si on regarde un petit peu d'extérieur, les coachs ont beaucoup changé dans beaucoup d'équipes, notamment dans ces équipes du haut de tableau. Et Manchester United, donc lui, a gardé Carrick. Ils sont malgré tout sur la lignée de l'an passé. Ils font quand même une belle deuxième partie de saison. Ils finissent un classement auquel on ne les attendait pas au début de saison, je pense. Mais là, en fait, ce qu'on a vu ce week-end, c'est aussi à l'image de ce qu'on a vu l'année passée, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'accrocher les ténors, de les battre, de faire des prestations convaincantes contre ces équipes-là. Même contre les équipes du milieu de tableau, globalement, ça pose pas de problème. Mais contre les équipes du bas de tableau, là, c'est problématique et c'est là qu'ils perdent des points de manière assez régulière. Et l'an passé, c'était un peu le cas à plusieurs reprises. Je ne me rappelle plus exactement dans les dates ni dans les clubs qu'ils ont affrontés, mais à plusieurs reprises, ils pouvaient faire une bonne opération au classement, que ce soit pour se rapprocher du top 2 ou même de prendre une avance considérable sur leurs concurrents. Et chaque fois, ils ont été accrochés, ils ont perdu des points contre des équipes qui étaient largement à leur portée. Donc, mon avis sur cette équipe pour cette année, c'est que je demande à voir ce que ça va donner. Ici, pour une fois, ils ont fait un mercato plutôt calme, c'est-à-dire que comme on l'a vu, il y a 3 ou 4 transferts. Ils avaient ciblé donc ce milieu de terrain pour remplacer Casemiro. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a encore des faiblesses au niveau de la défense. Est-ce que faire une saison complète avec Maguire et Haven en def centrale, c'est suffisant ? Je sais qu'il y a des joueurs derrière, mais Martinez est fragile, de Ligt est fragile. Donc, il y avait encore d'autres faiblesses, même au back gauche. Donc, ils n'ont pas encore de backup à Luke Shaw. Ils ont des qualités offensives suite au gros mercato qu'ils ont fait l'an passé avec Sesco, avec Bemo, avec Cunha, Bruno Fernandes évidemment. Mais pour moi, il y a encore trop de faiblesses. Et par contre, la seule chose qui est aussi dans une certaine continuité et qui est aussi, c'est aussi un élément qu'on retrouve à Tottenham, c'est qu'on peut voir que ces équipes, et on peut même élargir ça aussi à Chelsea et des choses comme ça, c'est que ces équipes, ils se focalisent sur des recrues vraiment made in Premier League. Donc ça veut dire qu'ils comme si c'était un gage de réussite ou comme s'ils n'avaient pas envie de refaire confiance à d'autres potentiels recrues du top 5 des autres championnats étrangers. Mais là, ils recrutent dans Premier League comme si... pour eux, du coup, je pense qu'ils attendent du résultat immédiat. Donc c'est pour ça qu'ils vont chercher un Tielemans, qui est maintenant un routinier aussi de la Premier League, qui vont chercher Baleba. Donc Baleba, il avait fait une grosse saison il y a 2 ans, l'an passé plus difficile. Mais on peut voir, même André Santos, il connaît la Premier League. Donc c'est une stratégie que beaucoup de clubs suivent pour le moment, mais le grand désavantage de ces stratégies, c'est que le prix il est x2 à chaque fois. Donc,
les sommes sont énormes, mais à voir ce que ça va donner. On verra effectivement, et tu as raison sur l'essentiel des choses que tu viens de dire. Tu parlais de Carrick, sa réaction après le match, on va l'écouter aussi. Michael Carrick après cette première défaite en championnat. The result's the result, so we accept it. We got beat, we're hurt, and it's not a nice feeling at all. It doesn't mean it's going to change the whole direction of how we're going as a team or as a football club. It's one game, and results can happen in football. We all understand that. It's not nice when they do, but it does happen. We can be better. We will be better. There's things we can be much better at. There's things that are actually all right that get lost in the game because you get beat. But I understand that as well. Voilà pour la réaction de Carrick. Bon, voilà, calme. Il en faut plus pour le sortir de son flegme. Hein. Mais c'est une qualité quand on entraîne Manchester United quand même, de rester calme en toutes circonstances. Les Red Devils doivent se reprendre donc ce week-end. L'adversaire, c'est Ipswich. Deuxième en Championship la saison dernière et qui a battu Sunderland le week-end passé. C'est quand même pas mal ça, 2-1 face à Sunderland. Il faut relativiser un petit peu, ils gagnent, mais ils profitent quand même des cadeaux que Sunderland leur a fait. Oui. Voilà. La petite anecdote, c'est que j'étais en Angleterre donc ce week-end et samedi soir, petit coup de fil à Thomas qui est venu nous rejoindre. Thomas Meunier, qui est venu nous rejoindre pour manger à Newcastle, qui nous a donc raconté ce match d'Ipswich en disant quand même, il était frustré comme tout parce que c'était des cadeaux offerts à l'adversaire. Ouais. Enfin, ils gagnent quand même pour leur premier match et ça va leur donner confiance. C'est une équipe qui n'est restée qu'un an en Championship donc la saison dernière, qui a battu Leicester par parenthèse 3-1. Cette semaine. C'était hier en Coupe de la Ligue. Leicester qui est désormais en League One. On sait que cette équipe a complètement chuté. L'entraîneur de Ipswich, c'est Gary O'Neill. Alors lui, c'est sa première saison à Ipswich. Il a succédé à Kieran McKenna. Il a fait du bon boulot à Strasbourg en 6 mois, puisqu'il a atteint la demi-finale de la Conference League et la demi-finale de la Coupe de France aussi. Première saison pour lui. Et il connaît bien aussi la Première Ligue. Oui, et il a choisi une marche qui est moins haute que celle qu'avait choisi son prédécesseur au senior. Oui. Quand il avait été à Chelsea. Donc non, c'est un bon choix, c'est une rencontre en tout cas qui peut fonctionner, je pense en tout cas. On va voir les nouveaux, parce qu'il y en a beaucoup, des nouveaux à Ipswich. Sur les 11 joueurs alignés lors de la première journée, donc face à Sunderland, il y avait 7 nouveaux joueurs, ce qui est quand même énorme. C'est un peu l'idée de ce que avait fait Sunderland l'année dernière. Vous vous souvenez, ils étaient montés et pour autant ils avaient quasiment changé tout le 11 de base. Donc, On verra, mais c'est quand même une arme à double tranchant aussi, toujours de changer autant de joueurs, en tout cas de transférer autant de joueurs. On verra et on souhaite bonne chance à cette équipe promue qui a bien commencé sa saison. On a vu aussi Antoine rapidement dans cette équipe et parmi les nouveaux, il y a l'ancien gardien de l'Union, Il y a Skerpen qui forcément est très bon puisqu'il a joué à l'Union, tu ne vas pas dire le contraire. Il est là-bas, mais on va le suivre aussi, évidemment, avec attention. Même s'il n'est pas belge, il est néerlandais. Oui, et je pense qu'il a vraiment le profil Première Ligue. On savait globalement, les supporters le savaient aussi que quand il est venu à l'Union, il n'allait pas rester très longtemps. Enfin, vous allez me dire un petit peu comme la majeure partie des joueurs de l'Union. L'Union, c'est un chouette tremplin. Et lui, on savait, il a le profil, il est très, très grand. Donc, pour un club, notamment comme ça, promu, je pense qu'il va malgré tout être mis à contribution et je pense qu'il devrait faire une saison plutôt correcte. Ouais, on va le suivre. Il fait 2,06 m et donc il est devenu le plus grand gardien de l'histoire de la Première Ligue. Bravo à lui. Bravo, c'est pas mal déjà. C'est un titre. C'est un beau trophée quand même. Voilà pour ce match entre United et Ipswich. Il y a une autre affiche qui aura lieu lundi. C'est Aston Villa face à Arsenal. Alors c'est le 4e de la saison passée face aux champions. 2 équipes évidemment qui vont disputer la Ligue des Champions. Villa a gagné l'Europa League, on le rappelle évidemment, et on parlait des surprises de cette première journée. Ça, c'est quand même une surprise. Aussi, Aston Villa qui est battu par Brighton, à Brighton 4-0. Surtout dans les chiffres, 4-0, et c'était 4-0 après une demi-heure. D'où la question que l'on se pose, qu'est-ce qui se passe et quel avenir pour les Villains? Parce que la situation sportive, elle est compliquée et complexe. Oui, moi je les mets dans le même sac que Tottenham. Dans le même sac, dans le même pot, enfin ce que tu veux d'ailleurs. Mais aussi, on pense beaucoup argent, transfert. Il y a beaucoup de rotation.
c'est de nouveau, voilà, à l'époque, on parlait déjà de ça. C'est un peu toujours le même principe pour Emery aussi. Les premières saisons se passent très bien, et puis il commence à transférer à tour de bras, et les choses vont parfois moins bien. Moi, en tout cas, en Angleterre, le match avait lieu juste avant le mien. Quand j'arrive en salle de presse, et que je vois que c'est 4-0 et qu'on joue quoi depuis une demi-heure. Une demi-heure, moi j'ai fait le match, c'était surréaliste la première demi-heure. Ils ont bien joué pendant 10 minutes et pendant 20 minutes, alors il y a des erreurs individuelles aussi, c'était la débandade. Ouais. Après, ils ont une rouge aussi à la 40e, ils se retrouvent en infériorité numérique en plus. D'un nouveau venu, carte rouge d'un nouveau joueur. Moi, je vais vous montrer ceci, ce sont les problèmes d'effectifs d'Unai Emery. Parce que, effectivement, il y a les meilleurs joueurs qui sont partis. Rodgers, Tielemans, Dean est retourné au PSG. Konza, on va en reparler, lui, il est parti à Arsenal. Douglas Luiz retourne à Juve. Oli Watkins, point d'interrogation, on va en reparler. Emiliano Martinez aussi. Alors, les blessés, Onana, bien sûr. Manzambi, qui est arrivé de Fribourg, blessé. Abraham, Maggio, Léon Bailey. Ça fait quand même beaucoup. C'est tout l'entrejeu et toute l'attaque, en fait, ou quasiment. Tu n'as pas mis le panneau de joueurs qui sont arrivés? Parce que non. Okay. Non, j'ai mis uniquement ceux qui sont partis et les blessés. Et vous pouvez ajouter aussi Joe Gomez, qui a pris une rouge et qui va être suspendu. Pour 3 matchs. Watkins qui est sur le départ aussi. En fait, il faut quand même savoir qu'à Aston Villa, le board il est un peu comme ça. Parce qu'il vient d'être frappé, le club vient d'être frappé de 2 amendes consécutives l'année dernière et cette année en juin de 20 millions de livres parce qu'il ne respecte pas suffisamment les règles du PSR. Donc il faut respecter, vous savez, ce que vous gagnez, vous ne pouvez pas le dépenser complètement. Et ils font extrêmement attention, c'est pour ça qu'ils vendent autant. Ils ont vendu pour plus de 200 millions de livres quand même, c'est énorme. L'année dernière, c'était aussi le cas. Et dans ce cas-là, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers ces jeunes. Mais qu'a fait Aston Villa depuis 2-3 ans? Ils ont vendu tous leurs jeunes. C'était quoi? Ah oui, Roukbounam, Philogène, Archer, tous des gars sur lesquels ils pourraient compter aujourd'hui, qui auraient pu rester dans le noyau. Eux aussi, on a préféré les... Bref, c'est de leur faute. Complètement. En résumé, se retrouver dans une situation pareille. Gestion. Nonobstant les blessés, ça ils n'y peuvent rien. Mais à un moment donné, effectivement, ils se retrouvent dans une situation compliquée dans laquelle ils se sont un peu installés eux-mêmes. Imaginez l'esprit des supporters quand même. Ils ont gagné l'Europa League la saison dernière et là maintenant il y a tout le monde qui fout le camp. Bref, il y avait des supporters de Villa qui après 30 minutes quittaient le stade aussi à Brighton. Réaction quand même d'Unai Emery après la défaite. Tu parlais d'Emery, on va l'écouter après cette défaite à Brighton et notamment par rapport à l'absence d'Ollie Watkins pour ce match. Can you just clarify why Ollie Watkins wasn't in the squad today? This question is for him. So can you call him and make a question to him? So that confirms it was not your decision, it was his decision. Ask him. Is it disappointing the way it's ending? I only can answer it by silence. Does that make it a very challenging situation for this if it's not in your control? The players that are here, they show it, their commitment. And it's really fantastic. And this is the way. Of course, losing, this is the way. But you've had so many great days together, and he's been a great player for this club as well. Is it disappointing to see it ending like this? We know, we had it before here as well. Not now. We had it in different moments. In 4 years, we had it maybe 5 times in different circumstances. But we are going forward, moving always forward. And my responsibility is to try to analyze, to find solutions. Moi, je me fais un peu l'avocat aussi d'Ollie Watkins. S'il voit tous les autres qui partent, et à un moment donné, il se dit aussi, à la fin du mercato, moi je pars si j'ai l'occasion de partir, non? Alors qu'il y a une Ligue des Champions à disputer quand même, je trouve ça dommage. Oui, enfin, non, je sais pas quoi dire en fait. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai le sentiment qu'on nous raconte des carabistouilles et qu'on connaît pas le dessous des cartes. Voilà. En dessous, il y a. Je pense qu'en dessous, il y a pour l'instant, on va quand même reconnaître que, allez, quand tu regardes le mercato dans son ensemble en Angleterre, c'est déjà là qu'il y a le plus d'argent et quand on voit, ils sont tous en déficit. Parce que le déficit leur permet d'avoir moins d'imposition. Enfin, c'est compliqué. C'est très compliqué.
Moi, j'aime pas ces périodes parce qu'on discute que de fric, en fait. Donc, en sous-main, je parle. Hein, donc, et forcément que c'est probablement la même chose pour lui. Je sais pas combien il gagne, je sais pas combien il peut gagner, je sais pas ce qu'on lui propose. J'ai tellement d'inconnus dans mon équation que je ne peux pas répondre à ta question. On s'emballe évidemment avec le foot parce qu'on adore le foot depuis des décennies. Après, on sait très bien qu'il n'y a plus que le pognon qui compte. Hein, c'est tout. On en a parlé X fois pendant la Coupe du Monde. C'est comme ça en Première Ligue. On adore la Première Ligue, on adore les grands championnats, mais il faut le savoir. Hein. Exactement. Tout. Donc, c'est pas neuf et il faut faire avec d'une certaine manière. Bon, ce seront aussi les retrouvailles entre deux entraîneurs. Hein. On a entendu Unai Emery et puis Arteta aussi. On rappelle que Arteta a succédé à Emery à Arsenal. C'était en décembre 2019. Bien, on parle d'Arsenal maintenant et on retourne chez Antoine, évidemment. Favori, point d'interrogation. Ça a bien commencé quand même cette saison avec 2 victoires 3-0, 2 clean sheets lors du Community Shield contre City et lors de la première journée de Premier League contre Coventry. Tout va bien. Oui, tout va bien. En effet, je pense c'est les grands favoris cette année. Faut pas dire ça avec trop d'arrogance en tant que supporter, mais ils sont peut-être même plus favoris que l'an passé. L'an passé, on voyait peut-être Liverpool ou City devant Arsenal. Mais ici, quand on voit la stabilité qui règne à Arsenal, quand on voit vraiment la courbe ascendante qu'il y a depuis que Arteta est là, le mercato a été bien ciblé de nouveau avec les arrivées de nouveau de joueurs de Made in Premier League. Et puis Tsolis, c'est un poste qui était un peu problématique. Et puis surtout, donc tout va bien à Arsenal. Et quand on voit les concurrents, il y a eu beaucoup de changements cet été, comme on en a un petit peu discuté tout à l'heure, avec des changements de coach, mais aussi beaucoup de transferts, notamment dans une équipe comme Aston Villa. Donc en effet, je pense qu'Arsenal a toutes les armes pour continuer et pour reprendre un petit peu les propos d'Arteta qui disait que maintenant l'objectif c'est de créer une dynastie, donc de ne pas s'arrêter à un seul titre, mais plutôt de continuer et d'enchaîner les titres, que ce soit au niveau national ou européen. Il y a de l'ambition, il y a de la stabilité pour l'instant du côté des Gunners, donc c'est effectivement intéressant. Arrivée de Guimaraes, on l'a vu, Tsolis, il y a le départ de Trossard, on en a parlé. Martinelli est peut-être en route aussi pour l'Arabie Saoudite. C'est le plus ancien du groupe du côté des Gunners. Et puis Konza aussi est arrivé. Un transfert dans chaque ligne. En transfert dans chaque ligne. Et Konza, il est arrivé. Et ancien d'Aston Villa. Et il pourrait faire ses débuts le week-end prochain sous le maillot d'Arsenal sur son ancien terrain, celui d'Aston Villa. C'est une bonne pioche. Je pense que c'est un facteur sérénité supplémentaire pour la défense d'Arsenal. La saison dernière, c'est par exemple le défenseur qui a réussi le plus de passes face au pressing adverse. On a vu parfois Saliba. Quand Saliba sera rétabli, il faudra choisir quand même. Voilà. Oui, mais ils l'ont pris parce que Saliba, il reviendra pas avant octobre. Je veux dire, ils avaient la meilleure paire défensive. Oui. Je pense, de Première Ligue et voire peut-être même. Enfin, je dis, c'était vraiment. C'était complémentaire, c'était costaud, c'était. Voilà. Et donc, il fallait de toute façon qu'il le remplace par un joueur capable de garder le même niveau de prestation. Comme ça, je pense que c'est un bon choix. La surprise, je trouve, enfin, la surprise, pas pour nous parce qu'on le connaît bien, mais Tsolis est la vraie surprise. Hein. Justement, il est en train de conquérir vraiment les supporters des Gunners. C'est un ancien de Bruges, très bon lors du Community Shield, il a donné 2 assists, et très bon aussi contre Coventry. On va l'écouter. I was feeling that I'm ready to play in the Premier League. I was feeling also in last 2 years with Bruges, I played in Champions League, so I could see a bit the levels more or less the same. We play against Premier League teams, we play with big teams, and we were always performing, and I was feeling I could perform as well. So I was feeling it was the right step for me to make it to the Premier League, and so far it's nice to be part of this team. And like I said before, everything is a bit easier for me to play here. You've been here a few weeks and look like you've been here for years. How have you made that transition so easy? Yes, I was prepared a bit. I was really watching a lot of Arsenal games last year and to understand the playing style. There are many similarities with my previous club. Of course, here is the highest level. And more or less, I didn't change a lot of stuff from my game style from last year. Similar. Yeah, it's a bit similar. And of course, we have the best players here. So, like I said, it's a bit easier to adapt. Si on lit entre les lignes, on se dit que Bruges est donc l'Arsenal de Belgique. Hein. Antoine, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il est déjà peut-être en train de faire oublier Trossard? Ou c'est un peu cruel pour Trossard?
Non, je pense que c'est pas. Enfin, en effet, c'est son remplaçant numériquement, mais je trouve qu'il a un profil un peu différent, encore plus percutant que Trossard. Et au niveau statistique aussi, quand on voit ses statistiques les dernières années, c'était assez intéressant au niveau but et passes décisives. Donc, la grosse interrogation là pour l'instant, c'est aussi vu que Martinelli va partir, est-ce qu'ils vont prendre quelqu'un d'autre derrière lui ou est-ce qu'on fait confiance aveugle à Tsolis pour toute la saison? Je ne sais pas trop ce qui va se passer, il reste une semaine de mercato, mais en tout cas pour l'instant c'est clair que c'est une bonne pioche. Et de nouveau, c'est bien moins cher que tout ce qui a été acheté par tous les autres clubs dans ces profils-là, dans ces positions-là, quoi. Finement joué, effectivement. C'est important de le rappeler, ça. Oui, mais c'est moins très cher. important. C'est vrai, ça coûte moins cher et il a des qualités. Le mercato se termine mardi. Le 1er septembre. Voilà pour ce match entre Aston Villa et Arsenal. On va passer, avant de passer au chapitre allemand, un mot sur Chelsea, quand même, pour être complet. Les Blues sont allés gagner donc lundi 2-3 à Fulham. C'est la première victoire donc pour Chelsea sous la direction de Xavi Alonso, on l'a dit. Voici le programme de Chelsea. Il y a une particularité quand même dans ce programme, c'est pour ça qu'on vous le montre aussi. C'est quoi la particularité? C'est qu'ils restent à Londres. C'est qu'ils restent à Londres en fait. Ils ne quittent Londres que le 17 octobre. Les joueurs de Chelsea, ce sera à Everton. Sinon, à l'extérieur, ce ne sont que des derbys londoniens, puisqu'ils ont été à Fulham, ils vont aller à Arsenal, ils vont aller à Brentford, et puis les rencontres évidemment qu'ils vont jouer à domicile, assez cool. Donc, et le trésorier doit être content, sans doute, et pas de frais de déplacement jusque après, il est franc. C'est un budget sur l'ensemble du championnat, et donc forcément, il faut qu'il aille faire toutes les équipes. Effectivement, mais on voulait quand même vous dire ça à propos de Chelsea. On termine ce chapitre anglais avec 2 petites vidéos qui concernent... on a le droit de dire ou pas que Chelsea est peut-être l'un des prétendants les plus sérieux pour Arsenal, et qu'on verra donc dans 2 semaines où ils en sont. Ah oui, parce qu'il y a effectivement Arsenal-Chelsea. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr qu'on a le droit. Mais c'est toi qui as dit Chelsea, attention à Chelsea. Donc on verra au fil de la saison. J'ai peut-être dit une grosse bêtise, d'accord, mais je suis quand même assez convaincu que ce sera on demandera à Serge Schradermacher, qui est notre oracle, solide, et qui voit tout ce qui va se passer en Première Ligue, en tout cas. Oui, 2 petites vidéos, parce qu'on n'a pas parlé de Manchester City. City a battu Bournemouth 2-1 en émergeant en fin de match. On reparlera de City dans les semaines, évidemment, qui arrivent. Alors, Erling Haaland n'a pas joué, il n'a pas marqué, mais il a quand même attiré tous les regards. Et regardez, il avait averti, évidemment, son entourage. You're lucky you have her. I would love to have you. Okay, let's go, Jack Grealish. You look about 10 years old. Oh my. What the did you do? Oh my God, what the is this? You lost a bet or what? Oh my God, block me and erase my number, my friend. You gonna be faster now or what? I hope so. C'est drôle, hein. Franchement, c'est drôle. Mais je trouve que ce n'est plus le vrai Haaland. Il a raté le match. C'est plus le vrai Haaland. Parce qu'il était chez le coiffeur ou rien à voir? Non. Puis, il a joué, mais il est passé pas à côté de son match. Mais on l'a pas trop vu. Il n'a pas pesé autant que d'habitude. Et puis les adversaires pourront plus tirer par les cheveux. Hein. Vous vous souvenez du match face à Arsenal, hein. Gabriel, son affrontement, son duel avec Gabriel à l'époque. Bref, c'est drôle, surtout la réaction forcément de ses copains. Et puis cette autre vidéo qui est magnifique, tout simplement, regardez. C'est aussi après City. C'est toujours joli, ça, non? Et surtout la réaction du gamin. Je sais, Jean-François, que toi, tu aimes toujours bien ce genre de petites vidéos. Exactement. Faut bien se rendre compte, ce qu'est Semenyo, premier joueur ghanéen à être dans l'équipe type la saison dernière de Première Ligue. Il représente beaucoup pour l'Afrique, pour son pays et même pour la Première Ligue maintenant. Et comme quoi le bonheur, ça tient un peu de choses pour un gamin. Hein. Et pour la famille, parce qu'il y a la famille quand même tout autour. On voulait vous montrer ça parce que c'est quand même toujours super chouette. Voilà, Antoine, on va te quitter ici. Tu étais friand de maillot aussi quand tu étais gamin?
Tout fan, je pense, rêve d'avoir un maillot comme ça. C'est vrai. Bon, on te laisse ici, Antoine. En tout cas, un grand merci parce que c'était intéressant. C'est toujours chouette de bavarder avec toi d'Arsenal et même des autres clubs de Première Ligue. Bon, on te dit un grand merci. Bonne chance avec les Gunners et bonne chance avec l'Union alors. Hein. Et pourquoi pas un doublé ? Parce que l'année passée, t'étais pas loin d'un doublé, mais faut essayer de faire le doublé cette fois-ci. On va essayer. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Salut Antoine. Voilà, on boucle maintenant ce chapitre anglais avec le programme de Play Sport, la première ligue sur Play Sport. Avec vendredi le match d'ouverture Palace face à Manchester City, Liverpool, Nottingham, c'est avec toi Jean-François, je crois. 13h25. Samedi, Bournemouth, Everton, Coventry, Hull, 2 équipes montantes. Tottenham, on sera curieux de voir la réaction des Spurs face à Newcastle. Et puis dimanche, Chelsea, Brighton, Sunderland, Fulham, United, Ipswich. Et on y va jusque lundi avec Aston Villa, Arsenal. C'est marrant parce que vu le programme, en fait, quasiment tous les matchs, on attend la réaction de quelqu'un. Bah oui. Vrai, ce championnat d'Angleterre est exceptionnel. Il n'y a pas de raison que ça change cette saison-ci. Bien, on passe maintenant à notre chapitre allemand. C'est la reprise en Bundesliga le week-end prochain. Il y a eu la Supercoupe d'Allemagne le week-end passé avec le Bayern qui a battu Dortmund comme prévu. On reviendra là-dessus dans un petit instant. Mais on rappelle tout d'abord les promus et les équipes reléguées aussi la saison dernière. Donc on va dire qu'il y a un grand nom qui remonte et il y a un grand nom qui descend. C'est un peu ça, hein ? Ouais, surprise de voir Wolfsburg retrouver la Bundesliga 2, mais on est très content d'avoir un nouveau Schalke en première division. Schalke 04, avec un entraîneur qui est passé par notre compétition. Hein. Oui. Moustic. Qui a fait un super boulot et qui sait s'identifier, parce que c'est aussi ça, je pense, c'est un club particulier, qui sait s'identifier au caractère des supporters. Je le voyais, il coachait avec il porte le maillot. Hein. Un maillot de joueur, un maillot en fait pour jouer à l'extérieur. Et, c'est le petit clin d'œil, mais fait un chouette boulot là. Un football direct, simple, mais ô combien efficace. Ouais, on est curieux de voir cette équipe. Ce retour parce que les dernières saisons ont quand même été très, très compliqué du côté de Schalke. Un regard aussi sur les principaux transferts en Allemagne. Là, on n'est pas tout à fait dans le même registre, dans la même folie que la Première Ligue. Et la Bundesliga se fait quand même chipper aussi ses pépites. Hein. Diomande, Manzambi, Touré. Ce sont quand même... ce sont des tout bons hein, qui partent. Mais pas Olysée. Il est resté au Bayern. C'est vrai. On va en reparler dans le Bayern est le seul club qui a les moyens de retenir. Mais bien sûr, et puis le Bayern, c'est aussi le seul club qui est parvenu à aller chercher Saibari. Il y a Karetsas aussi, hein, qui en Bundesliga a signé. Donc, mais voilà, c'est pas la même chose que la Première Ligue où là, on tourne complètement fou. Il y a un petit peu plus de mesure, on va dire, du côté des Allemands, ce qui est la tradition finalement. En Allemagne. Au niveau des changements d'entraîneurs, 4 changements cet été. Et 3 quand même dans des clubs du top. Leipzig, Leverkusen et Francfort. Vera ? Ouais, Martin De Michelis, ancien joueur du Bayern, hein, l'Argentin, donc il connaît l'Allemagne. C'est lui. J'avais pas fait le rapport. Et il va retrouver Nkunku qui revient à Leipzig après des pérégrinations qui ne lui ont pas forcément souri. En Angleterre aussi, il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs, mais là on en a 9. Ici, il y en a 4, ce qui est relativement raisonnable. Mais vous voulez quand même montrer que c'était quand même aussi des équipes du top en Allemagne. Les Belges qui vont évoluer en Bundesliga, ils sont au nombre de 14 hein, cette saison, c'est pas mal. En blanc, il y a ceux qui étaient déjà là la saison dernière et en vert, ceux qui débarquent ou qui reviennent en Bundesliga. Je parlais du retour d'Nkunku à Leipzig. C'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle pour Bakayoko, même si Diomande a quitté le navire. Bornau a signé Hambourg. Vermeeren est de retour à Leipzig, retour de prêt. Il était à l'OM. Arrivé... De 4, faut... Oui. Ouais. On va y venir évidemment à De 4. Massanki Bungi, jeune joueur formé à Genk. Il est à Leipzig, il a 19 ans. Zeno van den Bosch, on le connaît de l'Antwerp, il est à l'Union Berlin. Et puis, évidemment, comme tu le disais, Nathan De 4 transféré d'Anderlecht à Hoffenheim. Je dirais
dans sa progression, Hoffenheim, c'est quand même un bon club. C'est donc un step supplémentaire, la Bundesliga. Oui. Pour franchir une étape, Jean-François, non? On a vu dans les saisons précédentes que ça pouvait être un très beau tremplin. Ce qui n'est pas toujours simple en Angleterre, c'est de s'acclimater à la mentalité. Ça, c'est l'Allemagne. En Allemagne. Oui, en Allemagne. Mais il a choisi l'Allemagne plutôt que l'Angleterre. Oui. À l'Allemagne, en Allemagne, il faut s'acclimater à la mentalité, la façon dont fonctionne un vestiaire. Ouais. C'est-à-dire que c'est des vestiaires beaucoup moins européens qu'ailleurs, et où souvent les cadors, ce sont des anciens joueurs allemands qui tiennent un peu le vestiaire, et qu'il faut pouvoir se mettre dans ce moule-là, et quand on est si jeune comme ça, c'est pas toujours facile. Et c'est la raison pour laquelle on dit souvent que les joueurs asiatiques ont plus de facilité à s'adapter, parce qu'il y a cette rigueur déjà japonaise, etc. Et donc quand ils arrivent en Allemagne, c'est assez simple pour eux. On lui souhaite quand même bonne chance en Nathan de 4. On passe à l'affiche de cette première journée. Elle va opposer le Bayern à Stuttgart. Ce sera le lever de rideau de cette saison 2026-2027. Alors la question, on ne va pas se poser la question parce qu'on connaît la réponse. Est-ce que le favori c'est le Bayern? Ça va de soi. Mais à propos de Stuttgart, est-ce que cette équipe a le niveau de la Ligue des Champions? Est-ce que cette équipe peut être en mode Ligue des Champions? Parce que Stuttgart va retrouver la Ligue des Champions après sa 4e place de la saison dernière. Mais qu'est-ce que tu entends par le niveau Ligue des Champions? Si c'est un quart de finale Ligue des Champions, non. Non, mais d'être performant en Ligue des Champions. Puisque... ils ont l'équipe pour faire quelques surprises. C'est pas une équipe facile à battre ou à manier, mais c'est quand même un cran en dessous de tous les cadeaux européens, me semble-t-il. Oui. Le but n'est pas de dire qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, mais voilà. Ils continuent à avoir de l'ambition. Ils ont quand même dépensé pour près de 60 millions sur ce mercato. Tout le monde est resté, tous les cadres, ils ont tous pris de la bouteille. Non, ça s'annonce bien, je pense, pour le VfB. On va en reparler de Stuttgart, mais on rappelle que Stuttgart donc, se joue au Bayern, qui a gagné la Supercoupe 2-1, 5e trophée avec le Bayern pour Vincent Kompany, c'est du classique évidemment. Kompany qui a été élu récemment entraîneur de l'année en Allemagne, c'était prévisible aussi. Rien d'étonnant. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de surprises du côté de l'Allemagne. Et les buteurs du Bayern en Supercoupe, eh bien, ce sont Nathaniel Braun et au lycée. Nathaniel Braun qui vient d'arriver donc au Bayern, on voit sa carte de visite. Nuremberg, Francfort, 23 ans. Il était dans l'équipe d'Allemagne en Coupe du Monde. Et un des moins mauvais de la Nationalmannschaft. Il a marqué un but aussi. Oui. Ce qui est étonnant, c'est qu'il est recruté comme arrière-gauche, parce que c'est tout à fait dans la lignée des Lizarazu, des Breitner, plus récemment des Davis ou Alaba. Mais ce match de Supercoupe, il le joue comme numéro 10. Il marque, mais il est vraiment derrière Harry Kane, parce que Musiala n'est pas là, parce que Gnabry n'est pas là, parce que Karl n'est pas là. Mais donc, c'est un couteau suisse. Musiala. Oui, Musiala... Souci de santé, quand même. Souci, après, on nous dit que c'est quelque chose qui est connu et qui est maîtrisé depuis pas mal de temps, donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Après, on verra. Ils ne sont pas transférés énormément, le Bayern. Non, pas du tout, non. Continuer avec les mêmes bases. Tu as raison. Et les mêmes bases, c'est la présence d'Olysée aussi. Et on se demande si c'est pas le meilleur transfert, le fait de l'avoir gardé, d'avoir pu le garder. Alors, s'il est resté avec le sourire, oui. Il n'a jamais beaucoup le sourire. Oui, c'est vrai, il ne sourit pas beaucoup. Il parle pas beaucoup non plus. Je comprends ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est... Après, excuse-moi, mais il y a pire que de jouer au Bayern de Munich. D'accord. Vous pouvez aller au Real, au PSG, etc. Ouais. Franchement, moi, j'aurais pas voulu le voir sous un autre maillot cette saison, Olysée, que celui du Bayern, parce que c'est la saison de confirmation. Et je pense qu'ils peuvent réellement aller chercher la Ligue des Champions. Et puis il a que 24 ans. Il peut se calmer, le garçon. Et contrairement, je veux dire, s'il avait changé pour le PSG ou pour le Real, il n'aurait pas été le joueur. Ouais. Voilà. Et là, au Bayern, il a les clés. Oui, il y en a d'autres. Diaz, Kane. Oui, d'accord, mais je veux dire, dans l'animation du jeu, dans son profil, il n'y en a pas beaucoup. Non. Je veux dire, la concurrence est quand même beaucoup plus rude du côté de Paris et du côté de... On est d'accord.
Du Real. Du Real, on est d'accord. Puis on en parle de la qualité de son but contre Dortmund, il est magnifique. Mais il est magnifique. Hein. C'est là que les Français doivent se mordre les doigts en disant il n'a pas marqué un but pendant la Coupe du Monde. Ouais, mais Deschamps aurait peut-être dû le faire jouer aussi dans un autre poste que celui auquel il a évolué. Mais bon. Ouais, bon, alors on va pas refaire la Coupe du Monde de la Belgique, mais encore moins celle de la France. Non, on n'a pas envie. On se quitte, on avance. Ok, allez, on passe à Stuttgart. Nous voici, on a déjà un peu parlé, voici les transferts de l'été de Stuttgart. Plus de dépenses que d'entrées, en fait. Hein. Pejcinovic, il vient de Wolfsburg, oui, 25 millions. C'est un attaquant jeune, hein, et 21. Hein. Et ils ont travaillé au corps, hein, Stuttgart, pour l'avoir. Ça faisait des semaines et des semaines qu'ils voulaient avoir sa signature et ça vient d'intervenir tout récemment. El Canous, il était déjà là la saison dernière, mais son option a été levée. Et puis Nubel, au niveau des sortants, c'est fini son aventure à Stuttgart. Il est parti au Besiktas via le Bayern puisqu'il était prêté par le Bayern. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non. Enfin, je vais ajouter un truc juste après, avec la séquence suivante. Undav ? Avec, Undav. Avec Aldakil aussi. Oui, Undav, tout d'abord, c'est toujours lui qui tient la baraque là devant. Il a quand même marqué 3 buts à la Coupe du Monde, hein, dans une équipe qui n'a pas tourné. J'ai adoré sa célébration pour son premier but en Coupe du Monde. C'est vrai Rappelle-nous. Il y a 5 ans, il est en D2. Oui, mais... Non, mais cette joie, cette spontanéité, il était heureux comme un gosse. Il était en D2 belge il y a 5 ans avec l'Union. Enfin, oui, en D3 allemand il y a 6 ans. C'est un chemin assez incroyable. Et on parlait tout à l'heure de patron, de vestiaire, etc. À Stuttgart, c'est le boss. Hein. Il fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, il est officiellement capitaine cette saison. Karazor lui cède le brassard. Ah bon, voilà. Et l'entraîneur, c'est qui ? Eunès. C'est Sébastien Eunès. Sébastien. C'est Sébastien Eunès. On rappelle quand même pour la 1677e fois dans cette émission que Sébastien Eunès est le fils de Dieter, le neveu de Uli. Hein. Ça ne veut pas toujours dire grand-chose, mais il fait ses preuves. Non, tout à fait, bien sûr. Dans la famille Eunès, reconnaissez l'entraîneur de Stuttgart. Voilà. Ouais, c'est Sébastien. Et puis Aldakil, effectivement, Jean-François. Non, c'est juste pour dire que la fenêtre de transfert n'est pas ouverte et que je pense qu'il va quitter. Elle n'est pas fermée. Je pense oui, c'est-à-dire que je pense que dans les derniers jours de mercato, ça va discuter sec. Il n'a pas beaucoup joué. 15 apparitions. Mais il faut aujourd'hui qu'il joue, et je pense que l'avenir aujourd'hui est relativement bouché du côté de Stuttgart en défense centrale, puisqu'ils ont le jeune allemand Jatic, ou je ne sais plus qui l'année dernière, qui n'était pas attendu d'ailleurs, hein, c'était l'éclosion miracle, 19 ans, et donc c'est un peu bouché là, et donc du coup il faut trouver un autre projet, et je pense qu'il y a d'autres projets qui en tout cas d'autres clubs qui s'intéressent à lui pour le moment. Et, pas Hambourg, et on verra. Il y a Hambourg notamment qui a été cité dans les clubs potentiels. Donc voilà. Il peut jouer central, à droite aussi. Moi, en tout cas, j'espère qu'il va trouver. Il était en plus parce qu'avant cette période sombre de la saison dernière, il a connu 20 mois de blessures absolument catastrophiques. Hein, je tiens à signaler que j'avais vu, parce que ce sont les tas de formes, etc. Donc là, toute la préparation, il s'est plus blessé. Donc voilà, on parlait de blessures. Et je l'ai vu notamment dans un match amical contre Everton. Il était allé jouer à Everton. Voilà. Il a fait un super match. Donc ça reste un bon joueur, mais maintenant, il faut qu'il trouve un projet qui lui permette de jouer plus. Effectivement, et de ne plus être blessé. Bon voilà, on termine là-dessus cette émission et ce chapitre allemand. On rappelle quand même encore rapidement, comme d'habitude, le programme de PlaySport pour la Bundesliga, cette première journée de la saison 2026-2027. Vendredi, donc le match d'ouverture entre le Bayern et Stuttgart. Dortmund-Hambourg, c'est pas mal, hein, ça quand même samedi. Et puis Schalke 04. Bordeaux à suivre à Hambourg quand même aussi. Avec Sambi. C'est un beau retour avec Sambi déjà. C'est vrai, avec Sambi. Et puis Augsbourg face à Schalke, ce sera dimanche. Et ce sera donc le retour de Schalke 04. Ce sera à suivre aussi. On rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, X. Merci Ben. Avec grand plaisir. Merci Jean-François. On est content quand même de reprendre cette émission. C'est la deuxième, et cette fois-ci avec nos deux championnats. J'espère que vous allez dire nos deux champions. Nos deux champions et nos deux championnats, effectivement. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle semaine, un bon week-end foot. Et rendez-vous pour la 3e émission de la saison. Ce sera mercredi prochain. À bientôt, bye bye.